Buenas tardes. En esta sección de conversaciones en la biblioteca, que en esta edición virtual tiene la forma de conferencias por YouTube, invitamos a especialistas de trayectoria internacional para iluminarnos sobre los temas que están propuestos en la edición. En este caso, las cartas y los diarios personales. Philippe Artier ha dedicado su vida al estudio sobre diarios, cartas y materiales de escritura ordinaria, como lo llama él mismo, no solo no literarios, sino también de escritores no profesionales. Su último libro, publicado a fines del año pasado, se llama Dossier Salvaje, aún no ha sido traducido al español, y reúne y trabaja sobre un cuerpo de textos que pertenecen al archivo de Michel Foucault, sobre experiencias de individuos que se retiraron a la vida de la naturaleza. El trabajo de Philippe Artier sobre manuscritos y archivos es reconocido mundialmente. Antiguo director del Centro Michel Foucault, es director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. En su libro La experiencia escrita, publicado en 2019 por la editorial argentina Ampersand, analiza, entre otros materiales, autobiografías de presidiarios del siglo XIX en Lyon, estampillas artesanales que identificaban al correo clandestino polaco, el cuadro Oficina de algodón en Nueva Orleans de Edgar Degas y la escritura urbana en la literatura de Patrick Modiano, entre muchos otros temas. Artier presenta estos estudios como análisis de momentos de escritura. Citando su libro, se trata de una secuencia temporal durante la cual se articulan objetos y prácticas, y la mirada integra una dimensión de la memoria y a veces también de la arqueología. En el marco de la Fiesta de la Lectura, el encuentro estacional programado por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Philippe Artier dictará una conferencia que lleva el nombre de Escritos, Manuscritos y Archivos, una historia en acto. Los dejamos con él. Muchas gracias. Merci beaucoup de cette présentation et surtout de cette invitation à venir participer à votre fête de la lecture organisée par le Musée d'art latino-américain de Buenos Aires. Je suis particulièrement heureux et honoré de cette invitation et je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et par ailleurs, c'est vrai que je suis très heureux que un livre récemment ait été publié et édité et traduit justement en Argentine. C'est un grand honneur. Je voudrais évidemment revenir sur cette histoire de l'écriture contemporaine, histoire de l'écriture contemporaine intimement liée à l'histoire de la lecture. Et l'histoire de la lecture qui est dans nos échanges entre l'Argentine et la France et a une figure centrale qui est pour moi aussi centrale, c'est celle de Roger Chartier. C'est les travaux de Roger Chartier qui sont, j'y reviendrai, en grande partie à l'origine et un des moteurs de ces travaux sur des écritures qui ne sont pas des écritures littéraires, mais qui sont des écritures ordinaires. Je voudrais pour commencer donc revenir sur quelques figures qui ont pu constituer, si je puis me permettre ainsi de le qualifier, finalement la possibilité même de penser ces écritures. J'ai évoqué Roger Chartier et je à ouvrir l'espace de l'écrit du livre vers le mur, vers la cité, vers la ville, et par leurs travaux montrent à la fois l'ensemble des variations de l'écriture, sa prolifération d'une certaine manière tout au long de notre histoire, pour Roger Chartier, pour la période moderne, et me concernant pour la période contemporaine, Armando Petrucci étant médiéviste.
C'est par ailleurs, et me semble-t-il très important, de rappeler l'importance de travaux qui ont aussi, qui marquent aussi ce tournant des années 90 dans l'histoire de l'écrit, que sont ceux de Philippe Lejeune. Philippe Lejeune, spécialiste de l'autobiographie, spécialiste de la littérature autobiographique, hein, puisque ses premiers travaux ont porté sur des corpus qui sont des corpus dits classiques, ceux de Jean-Jacques Rousseau, hein, les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, et puis un certain nombre d'autres grands classiques comme Michel Leiris. Mais Philippe Lejeune va déporter à partir des années 80, milieu des années 80, son regard vers toute une littérature qui n'existait pas, ou tout au moins qui était invisible. Cette littérature, c'est la littérature du moi, c'est la littérature autobiographique, c'est la troisième figure importante dans dans ce paysage que je voudrais dresser, c'est la figure de Daniel Fabre, de l'anthropologue Daniel Fabre, décédé en 2017, spécialiste du monde européen et en particulier du monde méditerranéen, et qui, comme anthropologue, a commencé à travailler sur les écrits des bergers, c'est-à-dire loin des villes, loin finalement de ces espaces qu'on pourrait qualifier de polygraphiques, dont il y a un usage, de l'écrit dans ces populations de bergers qui étaient très souvent isolées. Alors, si j'insiste sur ces trois figures, c'est que cette histoire finalement de l'écriture, qui est une histoire dont on peut dire que grâce notamment aux collègues largement diffusés en France, en Espagne, en Argentine, mais aussi un certain nombre d'autres chercheurs à travers le monde. Je pense à Lyon qui a travaillé sur qui a essayé de rassembler un certain nombre de travaux. Alors, je voudrais, pour commencer, et avant d'entrer dans le vif de mon sujet, évoquer à quel point il y a une actualité dans cette question de l'écriture. Et puisque c'est la fête des livres, vous présentez juste deux livres qui viennent de paraître en France cet automne. Le premier, c'est le livre de Yann Potin, qui s'appelle « Trésor écrit pouvoir ». Yann Potin est un historien médiéviste et archiviste. Et Yann Potin s'est intéressé finalement à la manière dont à la fin du Moyen-Âge, se constituent progressivement ce qu'on appelle désormais les archives, et montre comment les écrits du pouvoir constituent une forme de trésor qui est construit l'État moderne. C'est un livre très érudit qui est paru aux éditions, aux publications du CNRS. Et puis, pour vous voyez, du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, puisque il y a maintenant un peu plus d'une semaine, nous commémorions les attentats d'il y a 5 ans en France, à Paris, et est paru ce livre qui s'intitule donc les mémoriaux du 13 novembre, pardon. Ces attentats qui avaient secoué le cœur de la capitale, le Bataclan, la salle de spectacle, mais aussi un certain nombre de cafés parisiens et qui avaient fait 134 morts, eh bien, ils avaient été le moment d'une prise d'écriture par beaucoup de personnes qui étaient venues déposer des écrits
un peu partout, enfin, devant les lieux de ces attentats. Et c'est Jérôme Truc et Sarah Gainsberger qui ont publié aux éditions de l'EHESS, que vous connaissez bien à Buenos Aires, qui ont publié ce livre collectif qui, là, s'intéresse à cette forme très particulière des écrits de mémoriaux, de ces petits écrits qu'on a vus notamment apparaître après le 11 septembre à New York, mais aussi en Espagne, après les attentats dans la gare, et puis un peu partout dans nos sociétés. Donc, je voulais commencer par cela pour dire combien il y avait à la fois une actualité de la recherche, donc le travail qui est le mien n'est pas un travail solitaire, n'est pas un travail isolé, et puis par ailleurs, combien aussi les objets de la charte médiévale aux billets, aux petits billets, aux petits autocollants, aux petits mots laissés sur le trottoir, combien les écrits avaient des formes multiples. Et je voudrais, dans cette conférence vidéo, tenter de non pas dresser un tableau exhaustif, hein, mais peut-être d'essayer d'explorer un certain nombre de lieux du monde de l'écrit contemporain. Quand je dis contemporain, moi je suis un chercheur du 19e siècle et par conséquent mon travail a beaucoup porté sur le tournant du 19e et du 20e siècle, et c'est que j'ai voulu volontairement très différent. Le premier, le premier de ces lieux, c'est comme on peut dire qu'il y a des lieux pour l'histoire. Le premier de ces lieux de l'histoire de l'écriture, ce serait un individu, un scripteur, une scripteuse, une femme, une femme, Thérèse Martin, j'y reviendrai, dont le nom peut-être immédiatement ne vous est pas familier, et vous verrez pourtant qu'elle est très célèbre. Un deuxième lieu, ce sera un espace, une institution plus exactement, avec la prison au moment de sa problématisation, la fin du 19e siècle, sous la Troisième République. Et puis enfin, un troisième lieu qui est, me semble-t-il, un des lieux intéressants aujourd'hui à observer. C'est celui de l'événement. J'ai parlé des attentats, mais j'ai choisi de vous parler des manifestations et essayer justement de voir comment la manifestation est un des lieux d'une histoire possible de l'écriture. Pour chacun, je ne voudrais pas seulement me poser la question des écrits, de leur contenu, mais essayer, et c'est le sous-titre de mon intervention, de mettre en lumière comment, au fond, ils relèvent d'un certain nombre d'actes, comment ils s'inscrivent dans une série d'actes qui sont certes celui de tracer des signes sur un support, qui est effectivement l'écriture, mais aussi celui de manier, de manipuler, de déplacer, de montrer, et puis enfin, un objet qui rentre massivement aujourd'hui dans une histoire de l'écriture, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'acte d'archivage, l'acte d'archiver, de publier, et avec chaque fois, dans cette intervention, le souci de prendre des acteurs qui seraient différents d'un monde de l'écrit qu'on a l'habitude de circonscrire à l'écrivain,
à l'éditeur, à l'archiviste, au bibliothécaire, au libraire, aux chercheurs. Donc, relire, analyser finalement la place de l'écrit, non pas par une enquête interne, non pas à travers d'un événement, comme j'ai pu à l'occasion le faire concernant mai-juin 1968 ou d'autres événements, mais tenter une histoire contemporaine de l'écriture où l'écrivain et l'écolier ne soient pas les deux pôles uniques, où la table de travail d'un côté et celle mais aussi ouvrir, me semble-t-il, un certain nombre d'angles de vue, de possibilités de peut-être penser autrement cet écrit, cette histoire contemporaine de l'écrit, qui, vous le verrez, et nous en parlerons sans doute dans la discussion, s'arrête, ou tout au moins entre très doucement, dans mon cas, avec la question des écritures numériques. Première figure sur laquelle je voudrais revenir, premier lieu, c'est Thérèse Martin. Thérèse Martin, on la connaît mieux aujourd'hui. Thérèse Martin est née en 1873 et elle est morte en 1897. Donc elle est morte à 24 ans, elle est morte très jeune, et elle a eu une gloire posthume puisqu'elle est devenue Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette figure cette dernière sainte, cette figure du 19e siècle qui devient sainte à partir en 1923, canonisée en 1925. Alors, je dirais quelques mots simplement de Thérèse Martin. Je rappellerai brièvement son existence. Je l'ai dit, elle meurt non pas en martyr, mais elle meurt de maladie dans un Carmel à Lisieux, en Normandie, en 1897. Elle est née d'une famille bourgeoise à Alençon. Sa famille faisait de la dentelle. Elle perd sa mère très jeune et se retrouve donc dans une famille dirigée par un père autoritaire qui a 4 filles. Et les 4 filles vont devenir religieuses. Chacune, les sœurs aînées de Thérèse, vont rentrer au Carmel, vont même en fonder un à l'initiative de leur oncle et grâce aux finances de leur oncle. Le contexte est celui de la Troisième République, le contexte est celui de l'après-Commune de Paris, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire dans un moment qui est un moment de, disons, reconquête par l'Église catholique, une tentative de reconquête par l'Église catholique d'une partie de la France, reconquête qui passe notamment par la création d'un certain nombre de carmels et par le renouveau d'une figure qui est celle de Jeanne d'Arc. Bon, je ne m'étends pas sur la biographie de Thérèse. Thérèse est une petite fille qui souhaite très tôt rentrer au Carmel, dès l'âge de 15 ans. Elle va aller à Rome demander une dispense pour y rentrer, dispense qui, dans un premier temps, lui sera refusée par le pape. Ce qui est intéressant avec Thérèse de Lisieux, c'est finalement sa vie posthume, parce qu'elle rentre
Comme je l'ai dit, elle reste pendant presque 9 ans dans un Carmel. Voilà, elle y prie, elle y vit avec ses 2 sœurs aînées, puisque sur la grosse vingtaine de carmélites, 2 des carmélites sont ses sœurs. Et elle meurt suite aux conditions de vie qui sont difficiles. Elle meurt de phtisie et elle a donc des problèmes pulmonaires importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dès le lendemain de sa mort, en 1898, ses sœurs, le Carmel de Lisieux, publient un petit livre qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Ce petit livre, en 98, qui commence à être diffusé en 1898, va être un des plus grands best-sellers mondiaux, en tout cas pour la première partie du XXe siècle, puisque plus de 500 millions d'exemplaires auront été écoulés. C'est absolument considérable. Ce premier moment de visibilité en fait de Thérèse, il est intéressant parce que c'est un moment de visibilité de pratique d'écriture. 2, 3 au moins textes, 2 pratiques d'écriture particulières que sont d'une part 2 autobiographies, l'une qui est une biographie spirituelle, et l'autre qui a été commandée par sa sœur au Carmel. Donc, une autobiographie sur commande, c'est même une demande, une injonction, pourrait-on dire, une injonction qui lui est faite d'écrire sa vie. Et puis, ce livre, Histoire d'une âme, est aussi composé de poèmes. Qui forment l'autre partie du recueil. Ça, c'est ce premier moment de visibilité. Ce qui est passionnant dans le cas de Thérèse Martin, c'est que cette édition, ce petit livre qui avait vocation en fait à circuler seulement dans l'espace carmélite, entre les différents Carmels, donc sort du Carmel, et que cette petite Thérèse, cette jeune femme morte à 24 ans, va rencontrer finalement une autre histoire qui est une histoire mondiale, qui est une histoire qui a été beaucoup travaillée ces dernières années à l'occasion du centenaire de la guerre de 14-18, ici en Europe, et notamment par Clémentine Vidal-Naquet, qui a beaucoup travaillé sur un certain nombre d'objets écrits et sur les relations entre la correspondance entre le front et l'arrière, entre les familles et les soldats. Et ce qui est le deuxième moment de visibilité, qui est un moment finalement individuel de Thérèse, c'est la manière dont, pour les soldats dans les tranchées, ce petit livre, Histoire d'une âme, mais aussi la figure de Thérèse, certaines de ses prières, constituent pour ces soldats comme un objet qui les accompagne, et Thérèse devient leur petite sœur. À l'issue de la guerre, le Carmel de Lisieux recevra beaucoup de mots de remerciement, d'ex-voto, de pétales de rose, pour reprendre l'expression qui est utilisée alors par les carmélites, de soldats, et donc finalement suscite, et là encore on voit combien c'est une histoire qui est toujours en acte, hein, on suscite, la sœur demande à sa sœur d'écrire, ensuite elle publie de manière posthume le livre pour ensuite susciter involontairement des écrits, des tranchées.
Bon, alors c'est ce deuxième moment, qui est assez invisible hein, et qui n'est connu que dans l'après-guerre. Il va déclencher un intérêt de l'Église et c'est un second moment dans cette histoire de l'écriture, des écrits de Thérèse, c'est le moment du début de la canonisation. Je l'ai dit, la canonisation est canonisée en 1925, mais le processus est très long. Et c'est une autre dimension qui, moi, m'intéresse, et je pense que pour beaucoup, c'est une dimension importante. Je pense aux travaux de Béatrice Frankel. C'est la dimension juridique aussi des écrits, et le statut juridique des écrits. Alors, dans l'institution de l'Église, les écrits des candidats, d'une certaine manière, à la canonisation, font l'objet d'un procès. Donc, le premier geste qu'on fait, avant même d'examiner les éventuels miracles ou autres actes particuliers, c'est des actes d'écriture. Des actes d'écriture qui sont examinés lors d'un procès des écrits, qui est donc une procédure classique. Et on effectue une chose très intéressante, c'est qu'on constitue un corpus. Évidemment, ce sont pour nous des mots qui ont une résonance corps écrit d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que ces écrits qui seraient ceux de cette scripteuse? Et ce procès est l'occasion justement de la visibilité, finalement de la révélation de trois types d'écrits hein, qui ne sont pas propres à Thérèse Martin, mais qui sont propres à beaucoup de jeunes filles de l'époque, à savoir, dans son cas, des écrits spirituels, bien sûr, mais des écrits spirituels qui peuvent être des prières écrites, des méditations, mais aussi des écritures familiales. On voit à quel point le 19e siècle, à partir des années 1860, est un lieu de profusion de la correspondance. Donc, beaucoup d'écriture familiale. Elle écrit à ses sœurs, elle écrit à son père, elle écrit aussi au dehors. Et puis enfin, des écritures dites récréatives. C'est peut-être l'originalité là la plus intéressante, avec des pratiques de bricolage d'écriture, de collage, de calligraphie, où on associe des images. Bon, c'est sans doute un des aspects les plus intéressants chez Thérèse Martin, puisque finalement révèle tout un rapport à l'écrit qu'on peut travailler autrement. En ce moment, je travaille sur ce qu'on appelle des scrapbooks dans l'espace anglo-saxon, et on voit que dès la fin du 19e, ce sont des pratiques très répandues que de découper de l'écrit, que de le coller, que de l'assembler, que faire des albums avec des images, mais aussi du texte. Tout ça issu de la presse. Troisième moment, pour aller rapidement dans cette histoire de l'écriture, dans ce lieu spécifique qu'est Thérèse de Lisieux, c'est la constitution des écrits en reliques. Évidemment, chaque fois que j'évoque Thérèse Martin, on peut songer à des prolongements. Je parlais des écrivains. La sacralisation des manuscrits d'écrivains est tout à fait intéressante et tout à fait parallèle. Relique donc d'écriture, hein, avec la constitution de musées et de musées multiples autour de Thérèse de Lisieux,
Et dans ces musées, on cherche évidemment à exposer, à montrer des écrits qui seraient ceux des écrits enfantins de Thérèse dans sa maison d'enfance. Et si vous parcourez certaines maisons d'écrivains en Argentine ou en France ou ailleurs en Amérique latine, vous verrez combien les écrits d'enfants d'écrivains sont valorisés. Écrits d'enfants, mais aussi écrits personnels, euh, tout ce qui relève d'écrits de voyage, dans le cas de Thérèse, de souvenirs de Rome, étiquetés de ces voyages romains dans ce voyage romain où elle fait des petites, elle met de la terre de Rome et puis elle écrit dessus ce que c'est, où c'est, etc., d'où ça vient. Ce premier moment de cette intervention pour souligner peut-être l'un des traits de cette histoire contemporaine dès l'écriture, c'est finalement la constitution évidemment, ici s'inscrit dans une histoire longue, celle de l'institution religieuse, celle du catholicisme, mais qui est activée par la mobilisation d'autres écrits qui ne sont pas des écrits seulement issus du monde spirituel, mais qui viennent, comme ceux des soldats, nourrir d'une certaine manière ce culte. Je voudrais maintenant partir très loin de Thérèse de Lisieux et m'intéresser à un autre lieu de l'écriture qui n'est pas peut-être sans rapport, qui est un autre lieu, qui est aussi un lieu, qui est un lieu beaucoup plus récent, qui est un lieu qui est inventé au lendemain de la Révolution française, c'est la prison pénale. La prison pénale est un lieu qui est inventé littéralement par le code pénal, qui n'existait pas précédemment et qui va devenir tout de suite une grande machine graphomaniaque. Quand je dis machine graphomaniaque, c'est que la prison pénale, pour fonctionner et pour qu'elle puisse exister, doit être encadrée par de l'écrit, encadrée par une décision judiciaire qui décide d'enfermer quelqu'un pour une durée particulière, qui inscrit l'entrée en prison et qui inscrit sa sortie, et qui par ailleurs inscrit tout ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Alors, dans cette institution, qui écrit? L'institution écrit, mais à la fin du XIXe siècle, on va, et notamment certains médecins, certains experts vont se dire que peut-être la prison n'est pas seulement un lieu qui s'écrit, mais où l'on écrit et où les prisonniers finalement se livrent à différentes pratiques d'écriture. Leur découverte, elle se fait progressivement à l'occasion de leur entrée pour des expertises, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à demander de plus en plus d'expertise sur la responsabilité des criminels. Et ces figures extérieures entrent en détention et voient qu'en détention, il y a beaucoup d'autres objets écrits que ce qu'ils pensaient. Ils avaient une représentation d'un monde oral, que la prison était un monde de l'oralité, et ils découvrent en vérité que dans les prisons, il y a de l'écrit qui circule, notamment des correspondances, à la fois les correspondances
qui sont celles qui sont légales, qui sont celles qui sont contrôlées par l'administration, avec les familles, avec éventuellement les défenseurs, les avocats, mais aussi des écrits illégaux. Beaucoup d'écrits illégaux, à commencer de correspondances illégales, de ce qu'on appellera les bifetons, c'est-à-dire ces petits billets que s'échangent les détenus à l'insu des surveillants. C'est d'autant plus intéressant dans une histoire de l'écriture que ces billets, évidemment, pour qu'ils ne soient pas saisis, sont généralement détruits, voire mangés par les prisonniers. Donc, c'est seulement par le regard des médecins que ces objets vont exister. Et puis, il y a évidemment les graffitis. Et ces graffitis qui ne sont pas seulement le fait des prisonniers, mais qu'on voit aussi à l'extérieur, mais qui en prison se voient plus encore. Et enfin, puisque ce sont des médecins et qu'ils s'intéressent au corps des prisonniers, ils vont, et notamment Alexandre Lacassagne, qui sera un des premiers à écrire sur eux, ils vont découvrir les tatouages. Les tatouages ne sont pas propres au monde de la prison, simplement en prison, on les voit plus. En prison, on peut les observer plus facilement. En prison, ils sont sous l'œil de ces médecins. Donc, il y a ce moment des visites, et puis assez vite, l'idée pour ces savants d'anthropologie criminelle de constituer un savoir autour de ces écrits, un savoir qui passerait pas seulement par de l'observation, mais aussi par de l'archivage, mais aussi par des relevés, des classements, bref, de constituer collection. L'écrit ainsi devient non pas seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'objet de croyance, un objet de croyance, mais aussi un objet de vérité, c'est-à-dire un objet finalement qui pourrait être la source d'un savoir sur les individus et singulièrement sur les individus marginaux. Je ne vais pas plus m'étendre sur cette question des prisonniers. Elle est dans le livre traduit, elle fait l'objet de deux articles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les écrits qui sont là, dans la prison, et il y a ceux que ces médecins vont susciter eux-mêmes auprès des prisonniers. C'est-à-dire qu'ils vont, à partir du moment où ils considèrent, c'est-à-dire les années 1890, que l'écrit peut être un lieu de vérité, inviter un certain nombre de détenus à écrire leur propre récit de vie et ainsi constituer des collections. Peut-être, bon, et vous comprendrez là que le rapport aux sciences sociales est extrêmement fort, puisque les anthropologues, mais aussi les historiens, ne cessent finalement de constituer aussi des collectes, des collections, de participer à des collectes, d'essayer de reconstituer ce monde de l'écrit, de collaborer avec des archivistes, comme je l'ai dit par exemple concernant les mémoriaux du 13 novembre, puisque tous ces écrits produits ont été conservés aux archives de Paris. Et de même,
et le parallèle, vous m'en excuserez, est osé, mais de même, tous les écrits en prison sont déposés dans les bibliothèques par ces savants, y compris d'ailleurs des collections d'objets très singuliers qui sont des collections de tatouages, mais des collections sur peau. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas seulement au contenu de l'écrit, mais on s'intéresse à l'acte d'écriture qui les a, qui est au cœur enfin, dont il résulte. Hein. C'est l'acte d'écriture qui devient lui-même un objet de savoir. Alors, je voudrais, pour ne pas être trop long et peut-être dans ce dépliement des lieux des écritures en dehors du livre, mais dont le livre peut aussi être le lieu de rassemblement. Il se trouve que j'ai parlé de Histoire d'une âme, que je pourrais évoquer pour les prisons, le livre de Cesare Lombroso qui s'appelle Les palimpsestes des prisons. Évoquer un troisième lieu qui serait celui de l'événement et celui d'un événement qui, dans nos sociétés, est récurrent, qui est un événement très étudié par Daniel Tartakovsky en France, qui est celui de la manifestation. Et, ce qui est clair, c'est que la manifestation, au XXe siècle, à partir de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, pour des raisons que je vais expliquer dans un instant, est rarement ou très rarement non accompagnée d'écrits. Qu'est-ce que l'écriture fait à la manifestation? Une manifestation, c'est à un moment donc un regroupement, ce n'est pas un défilé, ce n'est pas non plus un attroupement, c'est un mouvement dans l'espace urbain. C'est un ensemble, c'est un cortège qui circule dans l'espace urbain. La première fonction peut-être de l'écrit et en particulier de la banderole qui apparaît à partir du début du XXe siècle dans les manifestations, c'est celle de structurer les cortèges, à savoir de jouer le rôle d'un drapeau derrière lequel on pourrait se tenir. Derrière lequel on défilerait finalement un lieu, un signe d'appartenance, un repère dans la manifestation. Et très souvent d'ailleurs, vous noterez on vient se ranger derrière une banderole sans pour autant, une fois qu'on l'a identifiée, ne la lire. Et bon nombre de manifestants manifestent derrière d'ailleurs un certain nombre de banderoles qu'ils ne voient pas. Bon. Deuxième et centrale et mieux connue fonction de la banderole, fonction de ces écrits dans l'espace urbain et de ces écrits de manifestation, qui, encore une fois, évolue tout au long du XXe siècle, évolue aussi en fonction des supports, j'y reviendrai, des supports d'inscription et notamment des techniques de diffusion des images. Donc, la deuxième, c'est évidemment de véhiculer et d'inscrire dans l'espace public les revendications. C'est la banderole de tête, celle qui occupe l'espace de la rue, le mot d'ordre, c'est le slogan. C'est cet écrit qui vient soudain en concurrence avec d'autres écrits.
les écrits des enseignes des magasins, les écrits officiels, les écrits administratifs, enfin tout un ensemble de ce que Armando Petrucci appelle les écrits exposés, appelait les écrits exposés, et qui balise la ville. Mais peut-être la banderole est aussi une manière d'être singulier à l'intérieur de la manifestation. Et de ce point de vue-là, une des questions que se pose Daniel Tartakovsky, et à juste titre, je crois, c'est celle de ces manifestations récentes, ces 3 dernières années, à travers ce qu'on a appelé les gilets jaunes. Et la manière dont chaque gilet porté, donc ces gilets de sécurité portés par les manifestants, sont le lieu d'inscription d'un slogan à soi. Ce n'est plus forcément comme le chant qu'on partage, comme le slogan qu'on dit tous ensemble, mais un mot d'ordre qui serait propre à soi et qui serait qu'on inscrirait soi-même au dos de son gilet. Ce qui est très intéressant parce que de fait, là, contrairement à la banderole et à l'écrit tracté, à l'écrit qu'on diffuse sous la forme d'un papier, ici, il s'agit bien de faire de son corps une banderole. Il s'agit de faire de soi-même le support de l'écrit. Et on retrouve ce que tout à l'heure j'évoquais concernant le tatouage. C'est finalement cette identité très forte entre le corps et l'écriture. Si j'insiste sur cette dimension-là, c'est que ce qui va suivre et permettre d'une certaine manière à l'écrit d'investir la manifestation, c'est notamment la photographie, puis ensuite l'image animée, et aujourd'hui l'appareil, enfin le téléphone et tous ces outils de diffusion immédiate de l'image. Et donner à l'écrit une dimension, on le vit actuellement en France très fortement, sur la question de la diffusion des images via les réseaux sociaux, et ces images prises par chacun par un téléphone, notamment de l'écrit. On peut aujourd'hui faire quasiment une manifestation à soi tout seul par cette capacité à faire proliférer son écrit et notamment le fait que finalement avec 3 gilets écrits, eh bien, gilet jaune écrit, on constitue finalement un discours. On produit quasiment un acte. Enfin, c'est pas seulement un acte, mais on diffuse de l'écrit. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est parce que la question là de l'archivage, elle est centrale. Ce que les manifestants comprennent très vite, c'est que l'archivage même des écrits de la manifestation, des écrits portés, des banderoles comme des gilets, eh bien, cette archive-là, elle va être active. Alors, comme ça, je renvoie à un site qui s'appelle Plein le dos, et qui archive tous ces gilets. Parce que les gens ont envoyé des photos du dos de leur gilet.
Mais si on regarde bien à travers la presse, on s'aperçoit combien l'écrit dans la manifestation donne à cet acte de manifester immédiatement sa légende au sens de son motif, et la photo se suffit à elle-même. Ainsi, très intéressant de voir comment, juste en feuilletant le journal, vous voyez très vite que l'écrit a une dimension politique, l'écrit porté a une dimension politique énorme. Je voudrais, pour conclure, peut-être ressouligner ces trois dimensions. L'écriture comme objet de croyance, et d'une croyance, et d'une d'écriture, un objet aussi de savoir, comme dans le cas de la prison, mais toute une anthropologie des écrits, des marges, va se constituer tout au long du XXe siècle, et dont finalement les chercheurs en sciences sociales ne sont que les héritiers. On s'inscrit bien dans cette longue filiation. Et puis, un objet politique, et donc un rapport très fort, effectivement, à ce qui était souligné toujours comme le pouvoir du plus fort, et qui devient, cette appropriation de l'écrit comme moyen justement de lutter contre ce qui paraît et ce qui apparaît comme inacceptable. Alors, c'est intéressant peut-être, pour finir, d'insister sur ce tournant à la fin du 19e et au début du 20e siècle, sur l'appropriation, non pas seulement de l'écrit, comme on l'a souvent souligné à travers l'alphabétisation, mais aussi des qualités de l'écrit, c'est-à-dire des qualités de l'acte d'écriture. Et c'est de ce point de vue-là au cœur d'une histoire sociale. Je suis particulièrement attaché à l'idée que regarder, observer, examiner, travailler sur l'écriture, c'est une des clés, non pas seulement d'une histoire culturelle, mais aussi d'une histoire sociale, une histoire sociale qui permettrait d'ailleurs de revoir et de relire un certain nombre de textes qui appartiennent plutôt à l'histoire culturelle, à savoir la littérature, de ce point de vue-là. Et ainsi, finalement, reprendre peut-être quelque chose qui a été énoncé par Judith Loncan dans un beau livre qui s'appelle La griffe du temps, hein, ce serait finalement que la littérature, les objets nobles de l'écrit, ne seraient, comme Roger Chartier l'avait montré pour le Quichotte et pour un certain nombre de textes. Vous avez dit à quel point, pour moi, l'œuvre d'un Modiano était intéressante pour une histoire de l'écriture. Peut-être que l'œuvre de l'écrivain Modiano, prix Nobel de littérature, et je l'évoque d'autant plus volontiers que j'ai des souvenirs émus d'avoir relu tout Modiano à la bibliothèque de l'Institut français à Buenos Aires lors d'un séjour, et que finalement l'écrivain ne serait que le chroniqueur, ou tout au moins le collecteur, ou celui qui serait attentif à tous ces écrits du monde, et pas seulement aux cris du monde, mais aussi à tous ces signes qui sont plus ou moins invisibles, ou tout au moins qui partent dans l'oubli. Voilà, c'est donc sur cette évocation de l'écrivain comme
finalement une des figures témoins et peut-être, je ne sais pas, collecteur de ces écrits mineurs, que je finirai mon propos en vous remerciant de votre attention. Muchísimas gracias, Philippe Artier, por su exposición. Merci beaucoup, Philippe Artier, pour votre exposé. Sin duda, nos quedamos con muchos conceptos sobre Nous avons sans doute reflexionar beaucoup de concepts et de réflexions avec nous y nuevos marcos para pensar la escritura y por qué et no nous avons déjà de nouveaux cadres pour penser l'écriture.